Tu ne mérites rien. Humilié par ma famille qui célébrait mon frère, j'étais sur le point de partir quand la nouvelle a éclaté, je suis une milliardaire secrète. Je les ai laissés stupéfaits, face à tout ce qu'ils venaient de perdre. Le soir où mon père célébrait son 70e anniversaire, il leva son verre bien haut sans même daigner me regarder. Elle ne mérite absolument rien, déclara-t-il, la voix plate et dédaigneuse. Une parfaite inconnue. Elle n'a même jamais pris la peine de se construire une carrière. La salle de banquet éclata de rire. Il me tourna le dos pour faire face à mon frère, annonçant son cadeau d'anniversaire, une villa d'1 million d'euros. Les applaudissements suivirent immédiatement. Ma mère hocha la tête en signe d'approbation silencieuse, ma belle-sœur applaudit plus fort que quiconque dans la pièce. Personne ne prononça mon nom. Étienne se pencha vers moi, sa voix un mélange calculé de pitié et de condescendance. Ne sois pas si abattue, Élise. Père a raison pour les affaires, mais je lui ai déjà parlé. Une fois que j'aurai repris le patrimoine, je te trouverai une petite place dans l'entreprise, peut-être un bureau au fond. On ne te laissera pas mourir de faim. Même si tu es une déception. Il me tapota l'épaule, du genre de caresse qu'on donne à un chien errant, avant de se retourner pour trinquer à sa villa d'1 million d'euros. Je restai silencieuse. J'attendais mon moment pour partir. La salle de banquet était conçue pour impressionner, lustre de cristal, nappe d'un blanc impeccable et serveurs en gilet noir se déplaçant comme des ombres entre les invités. J'étais arrivé tôt, comme on me l'avait demandé. Je n'étais pas là en tant qu'invité d'honneur, mais comme quelqu'un censé aider à la coordination, être utile, être invisible. Ma mère m'avait appelé 3 jours plus tôt pour me rappeler de vérifier le traiteur et les fleurs. Elle ne m'a jamais demandé si je voulais venir, elle a simplement supposé que je le ferais. Je le faisais toujours. La liste des invités était remplie des partenaires commerciaux de mon père, des amis du club de golf, des voisins de leur résidence privée et sécurisée, et de parents que je ne voyais qu'aux enterrements et aux anniversaires importants. La plupart d'entre eux ne me connaissaient pas. En me déplaçant dans la salle avant les discours, je captais des bribes de conversation, la fille cadette de Richard. Je croyais qu'elle habitait en province. Est-ce qu'elle travaille seulement ? Je n'ai jamais entendu personne mentionner ce qu'elle fait. Je ne les corrigeais pas. Je ne me présentais pas. J'avais appris il y a longtemps que ma présence aux réunions de famille était tolérée plutôt que souhaitée. Mon rôle était de combler un espace vide, de compléter le portrait de famille pour les photographes et de disparaître dès que l'appareil photo cessait de cliquer. Mon frère Étienne se tenait près de l'estrade avec sa femme, Cécile. Il semblait tout droit sorti d'une couverture de magazine. Étienne portait un costume bleu marine taillé sur mesure, d'une coupe impeccable. La robe de Cécile avait cette élégance discrète qui murmurait la richesse tranquille. Ensemble, ils recevaient les félicitations, les poignées de main et les étreintes chaleureuses de presque tous ceux qui entraient. Personne ne m'approcha avec le même enthousiasme. Quelques personnes m'offrirent des hochements de tête polis. Une femme me demanda si je savais où se trouvaient les toilettes. Une autre me prit pour une organisatrice d'événements et m'interrogea sur les options de dessert. Quand mon père fit enfin son annonce concernant la villa, je me tenais près du mur du fond, assez près pour entendre chaque mot, assez loin pour rester invisible. Il avait attendu que la plupart des invités aient fini leur plat principal, que le champagne ait coulé assez longtemps pour délier les langues et exacerber les émotions. Il se tenait à la table d'honneur, ma mère à ses côtés, tous deux rayonnant de la satisfaction des gens qui croient avoir mérité tout ce qu'ils possèdent. Je veux remercier tout le monde d'être ici ce soir, commença mon père. 70 ans. Je n'aurais jamais pensé arriver aussi loin, mais me voici, entouré des gens qui comptent le plus. Il marqua une pause pour les faits, et la salle se tut. J'ai eu la chance d'avoir une femme merveilleuse, un fils qui a réussi, et une belle-fille magnifique qui nous a donné 2 petits-enfants parfaits. Notre famille n'est pas parfaite, mais nous avons bâti quelque chose dont je suis fier. Et ce soir, je veux annoncer quelque chose de vraiment spécial. Un cadeau qui représente tout ce que notre famille incarne. Étienne, Cécile, veuillez monter. Mon frère et sa femme s'avancèrent, leur sourire poli et étudié. Mon père plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un trousseau de clés. C'est la clé de votre nouvelle maison. Une villa à Saint-Tropez. 4 chambres, une piscine, une vue sur la mer. Tu l'as mérité, mon fils. Pour tout ce que tu as fait pour cette famille, pour l'entreprise, pour notre nom. C'est ma façon de te dire merci.
L'ovation fut immédiate et soutenue. Cécile porta la main à sa bouche, jouant la surprise comme si elle n'était pas au courant du cadeau depuis des semaines. Étienne étreignit notre père avec le genre de chaleur que les appareils photo adorent, tandis que ma mère essuyait une larme au coin de son œil. Je restais figé, observant la célébration se dérouler, attendant que quelqu'un se retourne et reconnaisse que j'étais toujours dans la pièce. Personne ne le fit. C'est pendant les applaudissements que quelqu'un posa une question à mon père. Je n'entendis pas bien la question, mais sa réponse traversa la pièce avec une clarté parfaite. « Élise, dit-il. Elle ne mérite rien. Une inconnue. Elle n'a jamais rien construit. Contrairement à Étienne, elle n'a jamais compris ce qu'il faut pour réussir dans cette famille. » D'autres rires suivirent. Quelques regards compatissants me furent lancés, pour être rapidement détournés. Ma mère ne s'y a pas. Cécile applaudit encore plus fort, comme pour souligner le propos. Au moment où j'atteignis la porte, celle-ci s'ouvrit. Un homme que je ne reconnus pas entra. Il n'était pas de la famille, il n'avait pas été invité. Il était plus âgé, peut-être au début de la soixantaine, avec des cheveux argentés et un costume sombre qui semblait cher mais pas ostentatoire. Il se déplaçait avec l'assurance tranquille de quelqu'un habitué à se trouver dans des pièces remplies de gens puissants. Il balaya la foule du regard une fois, puis me regarda directement. « Excusez-moi, dit-il, sa voix basse mais claire. Êtes-vous Élise Lefebvre ?» Les rires s'éteignirent instantanément. « Je suis Thomas Legrand, continua-t-il. Je suis rédacteur en chef au magazine Challenge. Je m'excuse d'interrompre la célébration de votre famille, mais je dois vous parler de toute urgence. » Les conversations autour de nous s'essoufflèrent. Les gens se tournèrent pour nous dévisager. Mon père, toujours debout à l'avant de la pièce avec les clés de la villa à la main, fixa l'étranger avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant, la peur. Les applaudissements pour la villa d'Étienne s'étaient à peine estompés que les chuchotements commencèrent. Je pouvais les sentir se propager dans la pièce comme des ondulations sur une eau calme, de petites perturbations qui grandissaient à mesure qu'elles s'éloignaient de leur source. L'arrivée du rédacteur en chef de Challenge avait perturbé la célébration soigneusement orchestrée, et maintenant chaque invité semblait recalculer l'arithmétique sociale de la soirée. Je ne bougeais pas de ma place près du mur du fond. Thomas Legrand s'était excusé brièvement pour prendre un appel, promettant de revenir dans quelques minutes avec des informations importantes. Son départ me laissa seul au milieu d'une salle remplie de gens qui avaient passé les 3 dernières heures à m'ignorer complètement. Mon père était retourné à sa place à la table d'honneur, mais sa posture avait changé. Le patriarche confiant qui venait de distribuer des cadeaux d'1 million d'euros était maintenant assis avec les épaules légèrement voûtées, ses yeux se portant sans cesse vers la porte par laquelle Legrand était sorti. Ma mère se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Il secoua vivement la tête, un geste qui la fit taire immédiatement. Étienne et Cécile restaient à l'avant, acceptant les félicitations d'un flot constant de sympathisants, mais je remarquai que le sourire de mon frère était devenu rigide, ses yeux suivant la même porte que notre père regardait. Cécile continuait de lui toucher le bras, un geste qui semblait de soutien mais paraissait conçu pour le maintenir en place. La célébration continuait autour de moi, mais quelque chose de fondamental avait changé. L'arrivée d'un rédacteur en chef de Challenge, demandant spécifiquement la fille qui venait d'être publiquement rejetée, créait une incohérence narrative que personne dans la pièce ne pouvait résoudre. Je regardais les invités jeter des coups d'œil dans ma direction, puis détourner le regard, puis regarder à nouveau, comme s'ils essayaient de déterminer si j'étais soudainement devenu quelqu'un digne d'intérêt. Mes plus anciens souvenirs d'Étienne tournaient autour de la comparaison. Il avait 4 ans de plus, ce qui signifiait qu'il atteignait chaque étape en premier. Il marcha le premier, parla le premier, alla à l'école le premier, obtint son diplôme le premier. Au moment où j'arrivais à chaque accomplissement, la célébration avait déjà eu lieu. Mes parents avaient déjà documenté les premiers pas d'Étienne, ses premiers mots, son premier jour de maternelle. Quand je faisais les mêmes choses, la réponse était une reconnaissance polie plutôt qu'un véritable enthousiasme. Le schéma se poursuivit tout au long de mon enfance et de mon adolescence. Étienne jouait au rugby et intégra l'équipe première du lycée dès sa seconde. Je rejoignis le club de débat et remportai des compétitions régionales, mais mes trophées prenaient la poussière dans ma chambre tandis que ceux d'Étienne étaient exposés dans le salon. Étienne fut accepté dans la même grande école que notre père et reçut une voiture comme cadeau de fin d'études. J'obtins une bourse d'excellence pour une université à l'autre bout du pays et reçus une poignée de main.
La fête se poursuivit pendant une autre heure après l'apparition initiale de Legrand. Je regardais ma famille jouer leur rôle avec la précision d'acteurs qui avaient répété la même pièce pendant des décennies. Mon père tenait sa cour à sa table, dispensant sa sagesse et acceptant les hommages. Ma mère circulait parmi les invités, s'assurant que tout le monde se sentait bienvenu et impressionné. Étienne et Cécile posaient pour des photos avec leurs nouvelles clés, leur sourire ne faiblissant jamais. Personne ne me demanda de me joindre à ces rituels. Personne ne vérifia si j'étais encore dans la pièce. À un moment donné, ma mère s'approcha brièvement de moi, son expression crispée par une irritation contenue. « Élise, les traiteurs ont besoin que quelqu'un vérifie le service du dessert. Pourrais-tu t'en occuper ? Tu ne fais rien d'autre. » J'acquiesçai et me dirigeai vers la cuisine, où les serveurs préparaient des plateaux de mini cheesecake et de mousse au chocolat. Ils parurent surpris quand j'entrai, probablement parce que les invités n'étaient pas censés se trouver dans la zone de service. J'expliquai que je venais juste vérifier et ils se détendirent, supposant que j'étais une coordinatrice plutôt qu'un membre de la famille. La chef traiteur, Marie, était efficace et organisée. Elle n'avait pas besoin de mon aide, mais je restai quelques minutes de toute façon, regardant son équipe travailler avec un professionnalisme tranquille. La cuisine était le seul endroit du bâtiment où je ne me sentais pas comme une intruse. Quand je retournai dans la salle principale, je trouvai mon père en pleine conversation avec plusieurs de ses partenaires commerciaux. Ils discutaient de la villa, louant la générosité de mon père et les réussites d'Étienne. Un homme mentionna les prix de l'immobilier sur la Côte d'Azur, un autre parla de portefeuille d'investissement et de patrimoine générationnel. Je me tenais assez près pour entendre, bien que personne ne semblât remarquer ma présence. « Vous devez être fier, » dit l'un des hommes à mon père. « Étienne a vraiment accompli quelque chose. » Mon père hocha la tête, la poitrine bombée de satisfaction. « Il a mon éthique de travail. La même motivation, la même détermination. On le voit dans tout ce qu'il fait. »« Et votre fille ?» demanda l'homme, regardant autour de lui comme s'il venait de se souvenir de mon existence. « Que fait-elle » L'expression de mon père vacilla brièvement avant de se figer en quelque chose entre le mépris et la déception. « Élise. Elle se cherche encore. Elle a toujours été plus une rêveuse qu'une femme d'action, si vous voyez ce que je veux dire. Certaines personnes n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour réussir dans le monde réel. » Les hommes hochèrent la tête avec sympathie, comme si mon échec à répondre aux attentes de mon père était une tragédie qu'ils pouvaient tous comprendre. Puis la conversation dériva sur le golf, les handicaps et les portefeuilles d'actions, et je fus de nouveau oublié. Je me dirigeais plutôt vers les fenêtres donnant sur le parking, où des voitures de luxe attendaient de ramener leurs propriétaires à leur vie de luxe. La nuit était claire et froide, le genre de soirée d'hiver qui rend le souffle visible et les étoiles nettes. Ma mère me trouva là quelques minutes plus tard. « Élise, pourquoi restes-tu seule ? Les gens vont penser que quelque chose ne va pas. » Je ne me retournai pas pour la regarder. Les gens ne pensent pas du tout à moi. Elle soupira, un son alourdi par des années de frustration accumulée. Ne commence pas ce soir. La fête de ton père n'est pas le moment pour ton apitoiement. Je ne m'apitoie pas sur mon sort. J'énonce un fait. Personne dans cette pièce ne se soucie de savoir si je suis là ou non. Ce n'est pas vrai. Nous t'avons invité, n'est-ce pas ? Je me tournai enfin pour lui faire face. Vous m'avez invité pour vérifier le traiteur et m'assurer que les arrangements floraux étaient corrects. Ce n'est pas la même chose que de me vouloir ici. La mâchoire de ma mère se crispa. Tu dois comprendre quelque chose, Élise. Ton père et moi avons des ressources limitées. Nous ne pouvons pas tout donner à tout le monde de manière égale. Étienne a des responsabilités, des obligations, une famille à soutenir. Il a plus besoin de la villa que toi. Je n'ai pas demandé de villa. Alors quel est le problème ? Je ne dis rien de tout cela. Je la regardais simplement jusqu'à ce qu'elle devienne mal à l'aise et s'excuse pour aller saluer quelqu'un de plus important. Les traiteurs commencèrent à débarrasser les assiettes alors que la soirée s'étirait vers sa conclusion inévitable. Les invités s'attardaient en petits groupes, leur conversation devenant plus bruyante à chaque verre de champagne. Je restais près des fenêtres, observant la dynamique sociale de la pièce avec le détachement de quelqu'un qui avait depuis longtemps accepté sa position d'outsider. L'histoire de l'annonce de mon père avait déjà commencé sa transformation en légende. J'entendais des bribes alors qu'elle circulait, chaque récit légèrement différent du précédent.
Dans une version, Étienne avait mérité la villa grâce à des années de service dévouées à l'entreprise. Dans une autre, mon père planifiait le cadeau depuis des mois, le gardant secret jusqu'au moment parfait. Dans chaque version, la villa était la preuve que le travail acharné et la loyauté étaient récompensés dans notre famille. Personne ne mentionna ce que mon père avait dit à mon sujet. Personne ne se demanda si son évaluation était exacte. Une femme que je reconnus vaguement du quartier de mes parents s'approcha de moi alors que je me tenais près des fenêtres. Elle était plus âgée, bien habillée, avec le genre d'élégance préservée qui suggérait des visites régulières chez des dermatologues coûteux. Son sourire avait la qualité de quelqu'un sur le point d'offrir une sympathie qu'il ne ressentait pas réellement. « Vous devez être Élise, dit-elle, se positionnant à côté de moi comme si nous étions de vieilles amies. Votre père vous a mentionné dans son discours. » J'acquiesçai, attendant la suite inévitable. « Ce doit être difficile, continua-t-elle, baissant la voix d'un ton conspirateur. D'avoir un frère comme Étienne. Il a accompli tant de choses. Difficile d'être à la hauteur, j'imagine. Je n'essaie pas d'être à sa hauteur. Elle rit, un son tintant et artificiel. Bien sûr que non, ma chère. Chacun trouve son propre chemin. Certains chemins sont juste plus longs que d'autres. Elle me tapota le bras avec une condescendance qui ne laissait aucune place à la réponse, puis s'éloigna pour rejoindre une conversation avec des gens qui comptaient vraiment pour elle. Je la regardais partir, ressentant cette sensation familière d'être jugée et trouvée insuffisante par quelqu'un qui ne savait rien de moi. Des gens que je ne connaissais pas s'approchèrent de moi pour m'offrir des variations sur le même thème. Ils reconnaissaient mon existence de manière à renforcer mon insignifiance. Ils posaient des questions conçues pour confirmer les hypothèses qu'ils avaient déjà faites. Pourquoi travaillais-je? Étais-je marié? Avais-je des enfants? Chaque question était chargée d'attentes d'échec, et chaque réponse que je donnais semblait satisfaire leur besoin de me classer comme quelqu'un qui n'avait pas accompli ce qu'elle aurait dû. Je cessai de m'engager après la 3e ou 4e conversation. Je donnais des réponses courtes ou pas de réponse du tout. Ma belle-sœur, Cécile, se dirigea vers moi pendant une accalmie dans les félicitations. Elle marchait avec la grâce prudente de quelqu'un qui avait appris à se mouvoir dans des chaussures chères, son sourire figé comme un masque qu'elle avait oublié d'enlever. « Élise, dit-elle, s'arrêtant assez près pour que je puisse sentir son parfum, une senteur florale lourde qui emplissait l'espace entre nous. Je voulais juste te dire, ne prends pas ce que ton père a dit trop personnellement. Tu sais comment il est quand il a bu quelques verres. Il n'était pas ivre. » Le sourire de Cécile vacilla mais un bond. « Eh bien, il s'emporte parfois. La villa a été une surprise pour nous aussi. Nous n'avions aucune idée qu'il prévoyait quelque chose d'aussi généreux. » Je la regardais fixement. « Tu étais au courant pour la villa il y a 3 semaines. Étienne l'a mentionné quand vous êtes venu chercher les enfants à mon appartement. » Son expression changea, le masque glissant juste assez pour révéler quelque chose de plus dur en dessous. C'était différent. Nous savions qu'il y songeait. Nous ne savions pas qu'il l'annoncerait ce soir. Le moment a-t-il de l'importance? Le sang-froid de Cécile se fissura davantage. Écoute, Élise, j'essaie d'être gentille. Je sais que les choses n'ont pas été faciles pour toi, mais ce n'est pas notre faute. Étienne a travaillé dur pour tout ce qu'il a. Ton père le reconnaît. Peut-être que si tu avais fait des choix différents. Des choix différents, répétais-je. Oui. Des choix de carrière, des choix de vie. Tu ne peux pas nous blâmer pour le fait que tu n'as pas encore trouvé ce que tu veux faire de ta vie. Je ne la corrigeai pas. Je n'offris aucune preuve du contraire. Je la regardais simplement jusqu'à ce qu'elle devienne assez mal à l'aise pour s'excuser et retourner aux côtés de son mari. Je m'excusai de la salle principale et trouvai un coin tranquille près du vestiaire. L'employée, une jeune femme probablement étudiante, leva les yeux de son téléphone avec une alerte professionnelle. « Je peux vous aider à trouver quelque chose? » « Non, dis-je. J'ai juste besoin d'une minute. » Elle hocha la tête avec sympathie, de la manière dont les gens le font quand ils reconnaissent quelqu'un qui essaie de se contenir. « Dure soirée? » Quelque chose comme ça. Elle retourna à son téléphone, me donnant l'intimité dont j'avais besoin. Je restais dans cet espace calme, respirant lentement, me rappelant que cette soirée était temporaire. Quand je retournai dans la salle principale, je constatai que la dynamique avait de nouveau changé. Le rédacteur en chef de Challenge, Thomas Legrand,
était revenu de son appel. Il se tenait près de l'entrée, scrutant la foule avec l'attention concentrée de quelqu'un cherchant une personne spécifique. Nos regards se croisèrent à travers la pièce. Il commença à marcher vers moi, son expression indéchiffrable. Les conversations autour de nous continuaient, mais je remarquai que les gens commençaient à observer. Les mêmes invités qui avaient passé la soirée à m'ignorer suivaient maintenant le mouvement du journaliste, essayant de comprendre pourquoi quelqu'un d'une publication financière majeure s'intéresserait à la fille négligée de la famille. Mon père le remarqua aussi. De sa position à la table d'honneur, il regarda le grand s'approcher de moi avec une expression qui combinait la suspicion et quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant, une inquiétude sincère. Thomas le grand m'atteignit juste au moment où le quatuor à cordes que mon père avait engagé commençait à jouer une valse. La musique offrait une couverture pratique à notre conversation, étouffant nos mots pour les oreilles curieuses autour de nous. « Mademoiselle Lefebvre, dit-il en gardant la voix basse. Je m'excuse encore pour l'intrusion. Je sais que ce n'est pas le cadre idéal pour ce dont je dois discuter. De quoi avez-vous besoin de discuter ? Il jeta un coup d'œil autour de la pièce, notant l'attention que nous attirions. Peut-être dans un endroit plus privé. Cette conversation ne devrait pas avoir lieu au milieu de la fête de votre père. Ce n'est pas ma fête. Quelque chose changea dans son expression, une lueur de compréhension qui suggérait qu'il s'était déjà fait une opinion sur la dynamique de ma famille. Néanmoins, y a-t-il un endroit où nous pourrions parler sans public ? Avant que je puisse répondre, mon père apparut à nos côtés. Il se déplaça avec la fausse décontraction de quelqu'un essayant d'affirmer son contrôle sur une situation qu'il ne comprenait pas. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, adressant la question à Legrand plutôt qu'à moi. « Je ne crois pas que nous nous soyons présentés. » Richard Lefebvre. Legrand lui serra la main avec une courtoisie professionnelle. Thomas Legrand, de Challenge. Le sourire de mon père se crispa presque imperceptiblement. Challenge ? Je ne savais pas que quelqu'un de la presse avait été invité ce soir. Je n'ai pas été invité, monsieur Lefebvre. Je suis ici pour affaires. Des affaires ? Quel genre d'affaires amènerait Challenge à ma fête d'anniversaire ? Legrand me regarda, puis se tourna vers mon père. Des affaires avec votre fille, en fait. La déclaration flotta dans l'air entre nous. La confusion de mon père était visible, ses yeux se plissant, son front se fronçant, son esprit luttant clairement pour concilier l'idée que Challenge ait des affaires avec la fille qu'il venait de rejeter publiquement comme une inconnue. Élise ? Il rit, mais le son était creux. Je pense qu'il doit y avoir une erreur. Élise n'a aucune affaire avec Challenge. Pas d'erreur, dit Legrand d'un ton égal. En fait, monsieur Lefebvre, je poursuis une ombre depuis des mois. Mon enquête sur le changement soudain dans le paysage commercial de la ville m'a mené ici. J'ai besoin que votre fille confirme quelques détails à forts enjeux avant que notre article principal ne soit imprimé à minuit. C'est une affaire qui redéfinira le nom Lefebvre pour toujours. Le visage de mon père se durcit. Il ne voyait pas une milliardaire secrète, il voyait un passif. Qu'a-t-elle encore fait ? Si elle est impliquée dans un pétrin juridique ou des dettes, je ne laisserai pas ça ruiner ma réputation ce soir. Élise, dis à cet homme les ennuis que tu as causés et sors d'ici. Étienne apparut à son tour, Cécile sur ses talons. Le fils prodige avait senti une menace pour le récit de la soirée et venait soutenir son père. Que se passe-t-il ? demanda Étienne, se positionnant à côté de notre père dans une démonstration de solidarité familiale. Ce monsieur de Challenge prétend avoir des affaires avec ta sœur, dit mon père. J'étais juste en train d'expliquer qu'il doit y avoir une sorte de malentendu. Étienne me regarda avec l'expression particulière qu'il réservait au moment où j'avais fait quelque chose d'embarrassant. Élise, de quoi s'agit-il ? Je ne sais pas encore, dis-je honnêtement. Monsieur Legrand ne me l'a pas dit. Alors peut-être devrais-tu lui demander de partir. C'est l'anniversaire de père, pas une réunion de travail. Legrand resta imperturbable face au front uni de la famille. Je comprends que ce soit un moment inopportun. Je ne serai pas ici si l'affaire n'était pas urgente. Nous publions un article demain matin, et je dois parler avec mademoiselle Lefebvre avant qu'il ne parte à l'impression. Un article sur quoi ? demanda ma mère. Comme je l'ai dit, c'est confidentiel jusqu'à ce que mademoiselle Lefebvre et moi ayons eu l'occasion d'en discuter. L'impasse dura plusieurs secondes. Les invités à proximité avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter.
Le quatuor à cordes continuait de jouer sa valse, fournissant une bande-son absurde à la tension croissante. Je pris une décision. Il y a une petite salle de conférence au bout du couloir, dis-je. Nous pouvons y parler. Mon père me saisit le bras, pas brutalement, mais assez fermement pour marquer son objection. Élise, tu n'es pas obligée de faire ça. Nous ne savons pas qui est vraiment cet homme ni ce qu'il veut. Il m'a montré ses accréditations, dis-je en dégageant doucement mon bras de sa prise. Et quoi qu'il ait à dire, je préfère l'entendre en privé plutôt que devant tous vos invités. Nous devrions venir avec toi. Non. Le mot le surprit. Je pouvais compter sur les doigts d'une main les fois où j'avais directement refusé quoi que ce soit à mon père. Il était si habitué à ma docilité que mon refus sembla le plonger dans un silence momentané. J'utilisais ce silence pour m'éloigner, le grand se mettant à mes côtés. Merci, dit-il tranquillement alors que nous traversions la foule. Ce sera plus facile à discuter sans public. Je ne répondis pas. J'étais trop consciente des yeux qui nous suivaient, des chuchotements qui commençaient à se répandre, du calcul social recalculé par tous ceux qui avaient été témoins de l'échange. La salle de conférence était petite et fonctionnelle, clairement un espace destiné à la gestion de l'immeuble plutôt qu'aux rassemblements élégants. Des néons bourdonnaient au plafond et le mobilier se composait d'une table rayée entourée de chaises dépareillées. C'était un contraste saisissant avec la salle de bal éclairée par des lustres que nous venions de quitter. Le grand ferma la porte derrière nous et m'invita à m'asseoir. Je restai debout. Dites ce que vous êtes venu dire. Il hocha la tête, sortant un portefeuille en cuir de la poche de sa veste. Mademoiselle Lefebvre, j'irai droit au but. Challenge travaille sur un article concernant des investisseurs anonymes qui ont discrètement amassé d'importants portefeuilles immobiliers au cours de la dernière décennie. Nos recherches nous ont menés à une société holding appelée Propriété Montclair. La connaissez-vous? Je ne dis rien. Je comprends si vous êtes réticente à confirmer. Beaucoup de nos sujets préfèrent l'anonymat. Mais l'article sera publié demain matin quoi qu'il arrive. Je suis ici ce soir parce que nous voulions vous donner l'occasion de commenter avant sa parution. Pourquoi ce soir, demandai-je enfin. Pourquoi ne pas me contacter par les canaux habituels? Nous avons essayé. Vos représentants déclinent nos demandes depuis des semaines. Quand nous avons appris la fête d'anniversaire de votre père, nous avons décidé de faire une dernière tentative. Le numéro de demain part à l'impression à minuit. Que voulez-vous de moi? Juste une confirmation. Et si vous le souhaitez, un bref commentaire pour l'article. Je me tournai pour lui faire face. Et si je refuse de confirmer? Nous publierons sur la base de notre documentation. Nous avons des registres de sociétés, des titres de propriété, des états financiers. Il étala plusieurs documents sur la table. Des dossiers que je reconnus, une trace écrite qui menait indubitablement à moi. Mademoiselle Lefebvre, je fais ce métier depuis 30 ans. J'ai fait le portrait de milliardaires et de titans de l'industrie, mais je n'ai jamais vu personne construire ce que vous avez construit en restant aussi complètement invisible. Je regardais les documents, la preuve de tout ce que j'avais créé pendant que ma famille était occupée à me rejeter. Non, dis-je doucement. Il ne voit pas. Mais pour la première fois ce soir-là, la salle ne riait plus. Le grand me donna 15 minutes pour prendre ma décision. Il sortit dans le couloir pour passer un appel, me laissant seul avec les documents étalés sur la table de conférence. J'entendis des pas dans le couloir, plusieurs pairs, se déplaçant avec détermination. Un instant plus tard, mon père ouvrit la porte de la salle de conférence sans frapper. Ma mère et Étienne étaient juste derrière, leurs expressions allant de la confusion à une alarme à peine dissimulée. « Élise, que se passe-t-il » exigea mon père. « Cet homme ne nous dira rien. »« Que te veut Challenge ?» Il est venu vérifier quelques informations pour un article qu'il publie demain. « Quel article ? Quelles informations ? » À propos de mon travail. Mon père rit, un son sec et méprisant. « Ton travail ? Quel travail, Élise ? Je ne sais pas ce que tu as raconté à ces gens, mais tu dois leur expliquer qu'il y a eu une erreur. Tu n'as rien dont Challenge voudrait t'écrire. Richard, dit ma mère doucement, son ton porteur d'un avertissement. Non, c'est absurde. Élise n'a pas de carrière. Elle n'a pas de réussite. Elle dérive depuis des années pendant qu'Étienne a construit quelque chose de réel. Quoi que ce soit,
c'est évidemment une sorte de malentendu et nous devons le clarifier avant que cela ne cause des problèmes à la famille. Étienne acquiesça. Père a raison, Élise. Dans quoi que tu te sois fourré, nous pouvons le régler. Mais tu dois nous dire ce qui se passe. Je m'assis à la table de conférence, soudain très fatigué. Je ne me suis fourré dans rien, dis-je. Et il n'y a rien à régler. Alors pourquoi te challenge est-il ici? Avant que je puisse répondre, le grand revint. Il s'arrêta sur le seuil, observant la scène, la posture agressive de mon père, les mains inquiètes de ma mère, la position protectrice d'Étienne, et moi, assise calmement à la table tandis que ma famille m'entourait comme des procureurs autour d'un accusé. Je vois que nous avons de la compagnie, dit le grand d'un ton neutre. C'est son regard balayant les membres de la famille qui n'avaient pas encore changé de posture. Il ajusta sa veste, le tissu bruissant dans le silence absolu, avant de me regarder à nouveau. Le grand se leva. Merci pour votre temps, mademoiselle Lefebvre. Et félicitations pour vos réalisations. Il quitta la salle de conférence, fermant la porte derrière lui. Le silence qui suivit semblait différent du silence d'avant, plus lourd, plus permanent. Mon père fixait l'endroit où le grand s'était tenu, son expression vide. Ma mère avait des larmes qui coulaient sur son visage, mais je ne pouvais dire si c'était par choc ou par une autre émotion. Étienne me regardait comme si j'étais une étrangère qu'il n'avait jamais rencontrée. Le tic-tac d'une horloge sur le mur du fond semblait s'amplifier à chaque seconde qui passait. La poitrine de mon père se soulevait et s'abaissait en respiration courte et irrégulière, mais il restait ancré à sa chaise. Ma mère leva la main pour toucher son collier, ses doigts tremblants contre le métal, mais elle ne parla pas ni ne se tourna vers lui. Cécile fut la première à parler. « Depuis combien de temps tu caches ça ?» Je ne répondis pas immédiatement, laissant la question flotter dans l'air jusqu'à ce qu'elle semble fragile. Je me tournai pour la regarder, ma posture inflexible, alors qu'elle faisait un petit pas en arrière vers la porte. La distance entre nous semblait s'étendre, même si personne n'avait bougé. Je n'ai rien caché. J'ai vécu ma vie. Vous n'y prêtiez simplement pas attention. Tu nous as laissé penser que tu avais des difficultés. Tu nous as laissé croire que tu avais besoin d'aide. Je ne vous ai jamais demandé d'aide. Vous avez supposé que j'en avais besoin, parce que c'est ce que vous vouliez croire. Mon père retrouva enfin sa voix. Élise, ça n'a aucun sens. Tu dis que tu as bâti une entreprise d'1 milliard d'euros sans que personne ne le sache? Sans aucun soutien. Comment est-ce possible? De la même manière que n'importe qui construit n'importe quoi. Une décision à la fois. Mais l'argent. D'où vient l'argent? Je ne t'ai jamais rien donné au-delà du nécessaire. La pièce redevint silencieuse. La main de mon père tomba du dossier de la chaise, ses épaules s'affaissant alors qu'il fixait le dessus de la table. Étienne fit un demi-pas en avant, puis s'arrêta, ses bras ballants. Mon père tressaillit. Étienne s'avança. Élise, nous ne savions pas. Comment aurions-nous pu savoir? Tu ne nous l'as jamais dit. Quand exactement aurais-je dû vous le dire? Au dîner de Noël où père a comparé mon appartement à votre maison de vacances? À la fête du Nouvel An où mère a dit à tout le monde que je me cherchais encore à 32 ans? À chaque réunion de famille où vous parliez de vos promotions et de vos bonus alors que personne ne me posait une seule question sur ma vie? Je me levai de la table. J'ai arrêté de vous dire des choses parce que vous avez arrêté d'écouter, il y a des années. La personne que vous avez rejetée à chaque fête, chaque anniversaire, chaque conversation anodine, cette personne n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Vous l'avez inventée parce que c'était plus facile que de me voir tel que je suis réellement. Ma mère tendit la main vers moi. Élise, chérie, nous ne voulions pas de. Je reculai loin de sa main. Ne me dis pas ce que vous vouliez. Je sais ce que vous vouliez. Vous pensiez chaque mot que vous avez dit ce soir. Père s'est levé devant 100 personnes et m'a traité d'inconnu qui n'a jamais rien construit. Ce n'était pas une erreur. C'est ce qu'il croyait. Le visage de mon père était devenu blême. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. Il y a une différence. Je me dirigeai vers la porte, puis m'arrêtai, la main sur la poignée. Demain matin, tout le monde à cette fête apprendra ce que Challenge a appris. Ils liront l'histoire de la fille que Richard Lefebvre a rejetée comme sans valeur, et ils verront les chiffres. Ils feront leurs propres évaluations. Je n'expliquerai rien pour vous.
Ce que vous leur direz est votre affaire. Mais j'en ai fini d'être invisible dans cette famille. J'en ai fini. Je sortis sans attendre de réponse. Personne ne lui avait posé une seule question de toute la soirée. Maintenant, personne n'osait plus parler. Je retournai dans la salle de bal principale pour trouver la célébration se poursuivant sous une forme diminuée. La moitié des invités étaient déjà partis, sentant probablement que la soirée avait tourné au vinaigre sans comprendre pourquoi. Les participants restants se regroupaient en petits groupes, leur conversation plus modérée qu'auparavant. Le quatuor à cordes était passé à des morceaux plus lents, leur musique comblant le silence plutôt que d'inspirer la danse. Je traversai la pièce sans m'arrêter pour parler à qui que ce soit. Je n'en avais pas besoin. L'atmosphère avait déjà changé d'une manière irréversible. Je passai devant un groupe de partenaires commerciaux près du centre de la salle. À mon approche, leur conversation s'interrompit brusquement. Un homme se tourna pour examiner un arrangement floral, tandis qu'un autre devint soudainement très intéressé par le fond de son verre de champagne vide. Ils ne levèrent pas les yeux quand je passai. Ma famille émergea du couloir quelques minutes après moi. Je les observai de l'autre côté de la pièce alors qu'ils tentaient de rejoindre la fête, leurs visages arborant des expressions de normalité qui ne parvenaient pas tout à fait à masquer le choc. Mon père se dirigea vers un groupe de partenaires près du bar. Sa voix était assez forte pour être entendue quand il rit à quelque chose que l'un d'eux dit, mais le rire sonnait forcé. Les hommes autour de lui semblèrent le remarquer. Leur réponse était polie mais mesurée, manquant de la chaleur qui avait caractérisé leurs interactions précédentes. Ils se tenaient en cercle lâche, l'espacement plus large qu'il ne l'avait été plus tôt dans la soirée. Quand mon père parlait, les hommes hochaient la tête, mais leurs yeux se tournaient vers la sortie ou les musiciens. Personne ne lui posa de questions de suivi. Étienne et Cécile se positionnèrent près de la table des cadeaux, où ils firent mine d'examiner les cartes et les présents qui s'étaient accumulés tout au long de la soirée. Cécile souriait à tous ceux qui passaient, mais ses yeux ne cessaient de se porter vers moi, puis de se détourner, comme si elle ne pouvait décider si me regarder était dangereux. Elle prit un petit paquet cadeau, le retournant sans cesse dans ses mains sans regarder l'étiquette. Étienne se tenait les mains dans les poches, le regard fixé sur les doubles portes à l'autre bout de la pièce. Quand un serveur leur offrit un plateau de hors-d'œuvre, ils déclinèrent tous les deux sans le regarder. Ma mère resta près de mon père, la main sur son bras, son rôle d'épouse de soutien étant apparemment la seule chose qu'elle savait jouer dans les moments d'incertitude. Elle hochait la tête lors des conversations sans y contribuer, souriait aux gens sans chaleur, et se déplaçait dans la pièce comme quelqu'un marchant dans un rêve devenu cauchemar. Je remarquai que les invités restants se comportaient différemment maintenant. Ils m'ignoraient encore, pour la plupart, mais la qualité de leur ignorance avait changé. Avant, ils m'avaient regardé sans me voir, comme si je n'existais vraiment pas. Maintenant, ils évitaient activement le contact visuel, se détournant délibérément quand je me déplaçais dans leur direction, se positionnant soigneusement pour que l'interaction avec moi ne soit pas nécessaire. Une voisine de mes parents, une femme qui m'avait parlé plus tôt dans la soirée, se cacha derrière un pilier alors que je me dirigeais vers le buffet. Deux hommes debout près des fenêtres interrompirent leur conciliabule et partirent dans des directions opposées dès que je me tournais vers eux. Les murmures dans la pièce étaient bas, un bourdonnement constant qui s'arrêtait et reprenait par intermittence selon l'endroit où je me trouvais. Je trouvai une place près des fenêtres et observai la danse prudente se dérouler. Une femme qui m'avait demandé plus tôt des informations sur les desserts passa sans un regard. Un homme qui avait ri aux commentaires de mon père sur elle inconnu et examinait studieusement son téléphone chaque fois que j'étais dans son champ de vision. La chef traiteur, Marie, croisa brièvement mon regard et me fit un petit signe de tête qui aurait pu être de la sympathie ou de la solidarité. L'équipe de Marie continuait de se déplacer dans la pièce, débarrassant les verres à moitié vides avec des gestes efficaces et silencieux. Ils étaient les seuls à ne pas changer de trajectoire alors que j'étais assise là. Les invités autour de moi maintenaient un rayon strict d'1,50 m d'espace vide, leurs têtes penchées les unes vers les autres dans des échanges chuchotés et urgents. Mon père tenta de restaurer la normalité en portant un toast improvisé. Il se tint près du bar et leva son verre, sa voix portant à travers la pièce avec une confiance forcée. Je veux remercier tout le monde encore une fois d'être ici ce soir. Ce fut une soirée que je n'oublierai jamais. À ma famille, continua-t-il, à la loyauté, aux liens qui nous unissent à travers tout. Quelques invités levèrent leur verre. La plupart ne le firent pas. Le toast sonnait creux, les mots contredisant tout ce qui s'était passé dans l'heure précédente. Quand il eut fini, les conversations reprirent,
mais elles avaient un caractère différent maintenant. J'entendis des bribes alors qu'elles flottaient jusqu'à moi. Que penses-tu de cette histoire avec Challenge? Aucune idée. Quelque chose à propos de la fille, apparemment. N'a-t-il pas juste dit qu'elle n'était personne? Étrange, non? Pourquoi Challenge s'intéresserait à quelqu'un qui n'est personne? Les questions restaient en suspens, sans réponse. Ma famille ne pouvait pas expliquer sans révéler ce qu'elle avait appris, et elle n'était clairement pas prête à révéler quoi que ce soit. Étienne s'approcha de moi alors que la soirée touchait à sa fin. Il se tenait à quelques mètres, les mains dans les poches, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Élise, on peut parler? Nous sommes en train de parler. Je veux dire, vraiment parler. De ce qui s'est passé là-bas. Je n'ai rien d'autre à dire. Eh bien, moi si. » Il prit une inspiration, organisant ses pensées. « Je ne comprends pas comment tu as fait ça. Comment tu as construit quelque chose d'aussi grand sans qu'aucun de nous ne le sache? Ça n'a pas de sens. Ça a parfaitement de sens. Vous ne prêtiez simplement pas attention. Ce n'est pas juste. Ah bon? Quand est-ce que tu m'as demandé des nouvelles de mon travail pour la dernière fois? Quand est-ce que tu as montré le moindre intérêt pour ce que je faisais de ma vie? Il ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Exactement, dis-je. Tu n'as pas demandé parce que tu t'en fichais. Parce que dans ton esprit, j'étais déjà défini. J'étais la sœur qui ne réussissait pas, celle qui te faisait paraître meilleure par comparaison. Tu avais besoin que je sois ça, alors tu n'as jamais regardé assez attentivement pour voir autre chose. Père a eu tort de dire ce qu'il a dit. Je le vois maintenant. Tu ne pouvais pas le voir il y a une heure? Tu as applaudi avec tout le monde. Il n'eut aucune réponse à cela. Je pars, dis-je. Mon assistant contactera la famille demain matin pour coordonner tout suivi nécessaire concernant l'article. Tu as un assistant? J'ai du personnel, une entreprise, une vie dont tu n'as jamais rien demandé. Je pris mon sac sur la chaise. Demain, tous ceux qui étaient à cette fête apprendront la vérité. Ce que vous ferez de cette information est votre affaire. Mais ne vous attendez pas à ce que je vous aide à nettoyer le désordre. Je partis sans me retourner. Rien n'avait explosé, mais la pièce ne s'arrangerait plus jamais autour d'eux. L'article de Challenge fut publié à 6 heures du matin, heure de Paris, exactement comme Thomas Legrand l'avait promis. À cette heure, mon téléphone avait accumulé plus de 300 messages de numéros que je ne reconnaissais pas. À 8 heures, les principales chaînes d'information économique avaient repris l'histoire. À midi, la fête d'anniversaire de mon père était devenue une note de bas de page dans le récit plus large d'une milliardaire secrète révélée. Je regardais la couverture médiatique depuis le salon de mon appartement, le même modeste 3 pièces que j'occupais depuis 8 ans. Le même espace que ma famille avait utilisé comme preuve de mon échec. La même adresse où ils venaient une fois par an pour récupérer les cadeaux d'anniversaire de leurs petits-enfants, toujours avec des commentaires sur le fait que je devrais vraiment penser à déménager dans un endroit plus agréable. La couverture médiatique se concentrait principalement sur l'ampleur de mes avoirs et le décalage apparent entre ma personnalité publique et ma valeur réelle. Mon téléphone sonna vers 13 heures. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de ma mère. Je laissai le répondeur. Le message qu'elle laissa était bref, « Élise, nous devons parler. S'il te plaît, rappelle-moi. » Je ne rappelais pas. Le deuxième message, 1 heure plus tard, était plus long, « Élise, les gens appellent. Les amis, les voisins. Ils veulent savoir si c'est vrai. Père ne sait pas quoi leur dire. S'il te plaît, parle-nous. » Je ne rappelais pas. Le troisième message, 3 heures après, était la voix de mon père, « Élise, c'est ridicule. Tu ne peux pas simplement lâcher une bombe comme ça et disparaître. Nous sommes ta famille. Nous méritons une explication. Appelle-moi. » J'éteignis mon téléphone. Les journaux télévisés du soir diffusèrent des segments analysant la révélation Lefebvre, comme certains médias l'appelaient. Ils montraient la photo de mon père à côté de la mienne et notaient l'ironie du fait que sa fête d'anniversaire soit devenue le théâtre de la révélation de sa fille. Un commentateur souligna que la fortune nette de Richard Lefebvre était estimée à environ 30 millions d'euros, une somme respectable mais moins de 3% de ce que sa fille avait tranquillement accumulé. Je regardais le monde de mon père se rétrécir en temps réel. Les appels de ses partenaires commerciaux qui arrivaient habituellement le dimanche matin cessèrent.
Les invitations au tournoi de golf et au dîner, qui étaient des éléments réguliers de son calendrier social, ne se matérialisèrent pas. Les gens qui avaient ri à son toast d'anniversaire étaient soudainement indisponibles, leur réponse polie mais distante lorsque le nom de mon père était mentionné. Le lundi matin apporta une autre vague de couverture médiatique, cette fois axée sur les propriétés elles-mêmes. Des journalistes immobiliers retracèrent l'historique de mes acquisitions, cartographiant l'expansion constante depuis ce premier duplex jusqu'au portefeuille actuel. Ils interviewèrent des locataires dans mes immeubles d'appartements, des gérants de mes propriétés commerciales, des entrepreneurs qui avaient travaillé sur mes projets. Le portrait qui en émergea était celui d'une investisseuse prudente et méthodique qui traitait bien ses employés, entretenait ses propriétés de manière responsable et opérait avec une intégrité qui surprenait les observateurs s'attendant à l'excès habituel des milliardaires. Le contraste avec le comportement public de ma famille à la fête d'anniversaire fut fréquemment noté. Mon frère appela le mardi. Je répondis parce que j'étais curieuse de savoir ce qu'il dirait. Élise. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas bien dormi. Nous devons parler. Parler? Pas au téléphone. En personne. Je peux passer? À mon appartement? Celui que vous utilisez comme preuve de mon échec depuis 8 ans. Silence à l'autre bout du fil. C'est ce que je pensais, dis-je. Que veux-tu, Étienne? Je veux comprendre. Je veux savoir comment c'est arrivé. Tu veux savoir comment j'ai réussi pendant que tu ne regardais pas. Ce n'est pas, il soupira. D'accord, oui. C'est une partie de la question. Je ne comprends pas comment tu as fait ça sans qu'aucun de nous ne le sache. Parce que vous n'avez jamais demandé. Parce que vous n'avez jamais regardé. Parce que tu étais trop occupé à être le fils prodige pour remarquer que ta sœur construisait quelque chose de plus grand que toute ta carrière. Je n'essaie pas de rivaliser avec toi. Non. Tu essaies de comprendre pourquoi tu n'as pas vu ça venir. Parce que si j'ai pu te cacher quelque chose d'aussi énorme, qu'est-ce que tu as manqué d'autre? Qu'est-ce que tu ignores d'autre de ta propre vie? Un autre silence. Père a du mal, dit enfin Étienne. Les gens appellent pour poser des questions sur toi et il ne sait pas quoi leur dire. Il est embarrassé. Il devrait l'être. Élise, il s'est levé à sa fête d'anniversaire et m'a traité d'inconnu devant 100 personnes. Des gens qui lisent maintenant des articles sur le fait que sa fille inconnue vaut 40 fois plus que lui. Bien sûr qu'il est embarrassé. Il aurait dû être embarrassé avant l'article de Challenge, mais apparemment ce n'était pas une raison suffisante. Il ne savait pas. C'est exactement le problème. Je mis fin à l'appel sans dire au revoir. Rien ne leur avait été directement enlevé, mais tout ce qui comptait s'était tranquillement éloigné. La semaine qui suivit la révélation de Challenge fut une étude du silence. Non pas le silence hostile du rejet actif, mais le silence passif de l'effacement progressif. Ma famille découvrit que leur statut social avait été construit sur des hypothèses qui ne tenaient plus. J'appris leur expérience par des connaissances mutuelles qui étaient soudainement devenues avides de partager des informations avec moi. Les mêmes personnes qui m'avaient ignoré à la fête de mon père trouvaient maintenant des raisons de me contacter, m'offrant des félicitations et posant des questions subtiles sur la dynamique familiale dont elles avaient été témoins. Je ne répondis à aucune d'entre elles, mais j'écoutais ce qu'elles avaient à dire. La partie de golf de mon père avait été reportée indéfiniment. La raison invoquée était des conflits d'horaires de voyage, mais l'un des membres avait dit à une autre connaissance qu'il se sentait mal à l'aise de jouer avec Richard après ce qui s'était passé. Il ne savait plus comment se comporter avec lui. La camaraderie facile des hommes qui se considéraient comme des égaux avait été perturbée par la révélation que la propre évaluation de Richard de ses enfants avait été catastrophalement erronée. Le club de lecture de ma mère s'était réuni sans elle. On lui avait dit que la discussion porterait sur un roman qu'elle n'avait pas lu, mais la vraie raison était plus simple, les autres femmes ne voulaient pas discuter de l'article de Challenge devant elle, et elles ne pouvaient pas se réunir sans en discuter. La position d'Étienne dans l'entreprise familiale, une société de fabrication que mon père avait bâtie sur 4 décennies, était devenue délicate. Les employés qui s'étaient auparavant soumis à lui en tant qu'héritier présomptif le regardaient maintenant avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Cécile avait cessé de participer à ces événements sociaux habituels. Les femmes de son cercle s'envoyaient des SMS sur la situation Lefebvre depuis la parution de l'histoire, et la présence de Cécile aurait nécessité soit d'ignorer l'éléphant au milieu de la pièce, soit d'en discuter directement. Aucune des deux options n'était attrayante. L'isolement de la famille n'était pas complet,
bien sûr. Ils avaient encore leurs relations de base, leurs amitiés sincères et leurs obligations professionnelles qui nécessitaient une interaction continue. Mais le réseau social plus large qu'ils avaient cultivé pendant des décennies, les invitations à dîner, les postes au conseil d'administration d'organismes de bienfaisance, les sorties de golf et les adhésions au club qui signifiaient l'appartenance s'étaient sensiblement contractées. Les gens étaient polis. Les gens étaient corrects. Les gens étaient soigneusement neutres, d'une manière qui communiquait plus que l'hostilité n'aurait jamais pu le faire. Ma famille subissait des conséquences que je n'avais pas planifiées et que je ne souhaitais pas particulièrement. Leur statut social s'érodait, non pas « voulions juste que tu sois heureuse ». Non. Vous vouliez que je sois heureuse d'une manière que vous puissiez comprendre. Quand j'ai choisi un chemin différent, vous avez décidé que je devais être perdu, plutôt que de simplement me diriger vers un endroit que vous ne pouviez pas suivre. Les larmes coulèrent. Ma mère les essuya d'un geste étudié, maintenant son sang-froid même s'il se fissurait. « Pouvons-nous arranger ça ?» demanda-t-elle. « Y a-t-il un moyen de recommencer ?» « Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Mais aujourd'hui n'est pas le jour pour essayer. » Elle hocha la tête, acceptant la réponse sans argumenter. Quand elle partit quelques minutes plus tard, elle n'essaya pas de me serrer dans ses bras. Elle ne demanda pas quand nous pourrions nous reparler. Elle se dirigea simplement vers sa voiture et s'en alla. Rien ne leur avait été directement enlevé, mais tout ce qui comptait s'était tranquillement éloigné. La réunion de famille eut lieu 2 semaines après l'article de Challenge. Mon père la convoqua en utilisant un langage qui suggérait un ordre plutôt qu'une demande. Étienne me rapporta cela dans un message vocal que je n'ai pas retourné. Apparemment, j'avais été invité, bien que l'invitation ait été transmise par mon frère plutôt que directement. Je n'y assistais pas. Mais j'appris ce qui s'était passé par des sources qui avaient émergé depuis ma révélation. La réunion eut lieu chez mes parents, dans le salon formel que ma mère réservait aux occasions qu'elle considérait comme importantes. Mon père était assis dans son fauteuil habituel, le fauteuil club en cuir positionné près de la cheminée, d'où il pouvait s'adresser à la pièce comme un PDG à son conseil d'administration. Ma mère était assise sur le canapé adjacent. Étienne et Cécile occupaient des chaises assorties de l'autre côté. Mon père commença par un discours. Il parla de loyauté familiale, de discrétion, de l'importance de présenter un front uni au monde extérieur. Il parla de l'attention médiatique et de la manière dont elle devait être gérée avec soin. Il parla d'Élise, de moi, comme si j'étais un problème à résoudre plutôt qu'une personne qui avait fait des choix. Le discours dura environ 10 minutes. Quand il se termina, Étienne posa la première question. Que sommes-nous censés dire aux gens ? Mon père n'avait pas de réponse. L'autorité habituelle de sa voix faiblit lorsqu'il tenta de répondre. Il ne s'était pas préparé aux questions. Il s'était attendu à ce que tout le monde accepte son analyse et suive sa direction, comme il l'avait toujours fait. Ma mère intervint avec une suggestion. Peut-être pourrait-il présenter la situation comme une heureuse surprise. Peut-être pourrait-il prétendre qu'il connaissait le succès d'Élise depuis le début et qu'il respectait sa vie privée. Peut-être que l'humiliation publique à la fête d'anniversaire pourrait être expliquée comme une blague qui a mal tourné. Cécile rejeta immédiatement cette idée. Trop de gens avaient été à la fête, trop avaient entendu exactement ce que mon père avait dit. Toute tentative de réécrire l'histoire serait démasquée comme un mensonge, faisant paraître la famille encore plus mal qu'auparavant. La discussion dégénéra à partir de là. L'argument fut interrompu par une prise de conscience plus douloureuse que n'importe quelle dette. Mon père fixa les documents que le grand avait laissés sur la table. Il ne regardait plus la valeur totale. Il regardait les dates. J'étais milliardaire depuis 5 ans. 5 ans qu'il me traitait d'échec. 5 ans qu'il m'offrait sa pitié alors que j'aurais pu acheter son monde entier 1000 fois sans scier. Elle n'avait pas besoin de nous, murmura mon père, la voix brisée. Elle s'est assise à notre table pendant 5 ans, nous écoutant rire d'elle, sachant qu'elle possédait plus de cette ville que je n'en ai jamais rêvé. Elle n'a pas seulement caché son argent, Étienne. Elle s'est cachée de nous. Parce que nous ne valions pas la peine d'être connus. Étienne rejeta la faute sur mon père pour les commentaires publics qui avaient créé le contraste. Si mon père avait simplement porté son toast sans mentionner Élise, sans la traiter d'inconnue, la révélation de Challenge aurait été surprenante mais pas humiliante. La famille aurait pu plaider l'ignorance sans paraître ridicule. Mon père reprocha à Étienne de ne pas connaître le succès de sa propre sœur.
Étienne était censé maintenir les liens familiaux, suivre ce que tout le monde faisait. Comment avait-il pu manquer quelque chose d'aussi important se produisant juste sous son nez? Cécile leur reprocha à tous les deux de l'avoir exclu de la conversation. Elle avait toujours été méfiante quant au traitement de la famille envers Élise. Elle prétendit qu'elle avait toujours pensé qu'il y avait plus dans la situation qu'il n'y paraissait. Si quelqu'un avait écouté ses préoccupations, peut-être aurait-il découvert la vérité plus tôt. Ma mère reprocha à tout le monde de se disputer au lieu de trouver des solutions. La réputation de la famille était en jeu. Ils devaient travailler ensemble, pas se déchirer. Mais travailler ensemble nécessitait un leader, et le leadership de mon père avait été fondamentalement sapé. Maintenant, le monde savait que son évaluation de sa propre fille avait été catastrophiquement erronée. Étienne posa apparemment cette question directement. Mon père n'eut aucune réponse. Pour la première fois de mémoire d'homme, Richard Lefebvre fut confronté à la preuve de sa propre faillibilité qu'il ne pouvait ni rejeter ni expliquer. La réunion se termina sans résolution. Aucune stratégie ne fut convenue, aucun message unifié ne fut élaboré. Les membres de la famille retournèrent à leur vie séparée, avec l'entente que chacun gérerait sa propre situation du mieux qu'il pourrait. Les fractures qui avaient toujours existé sous la surface de la famille Lefebvre étaient maintenant visibles pour tout le monde. La structure que mon père avait bâtie pendant des décennies, la hiérarchie du succès et de l'échec, la division claire entre ceux qui comptaient et ceux qui ne comptaient pas, s'était effondrée sous le poids de ses propres contradictions. Pour la première fois, personne dans cette pièce ne savait qui était censé diriger. Le gala de charité, 3 semaines après l'article de Challenge, était exactement le genre d'événement auquel ma famille avait toujours assisté. Tenue de soirée, la liste des invités comprenait les mêmes chefs d'entreprise, personnalités de la communauté et arbitres sociaux qui avaient été à la fête d'anniversaire de mon père. Les mêmes personnes qui avaient été témoins de mon humiliation publique et qui avaient appris quelques jours plus tard que j'étais plus riche que tous réunis. Mon invitation arriva par les canaux officiels, une demande formelle du comité d'organisation du gala, envoyée à mes bureaux avec la déférence appropriée. Ils voulaient que j'assiste. Plus que ça, ils voulaient que je prenne la parole. J'acceptais. J'appris de sources secondaires que ma famille s'attendait également à assister. Le gala était un rendez-vous régulier de leur calendrier social, une occasion de voir et d'être vus, de renforcer leur position dans les hautes sphères de la communauté. Ils avaient acheté leurs billets des mois à l'avance, à l'époque où la famille Lefebvre était encore considérée comme assez importante pour mériter une place de choix. Leurs billets furent remboursés. Le comité invoqua une capacité limitée en raison d'une demande inattendue. Ils offrirent des excuses sincères et promirent une considération prioritaire pour l'événement de l'année suivante. Le langage était poli et professionnel, transmettant le message essentiel sans rien dire directement, les Lefebvre n'étaient plus les bienvenus à la table qu'ils avaient occupée pendant des années. Je n'appris cela que le soir même du gala. J'arrivai sur les lieux dans une simple robe noire, le genre d'élégance discrète qui communiquait la richesse sans ostentation. Mon équipe de sécurité s'était coordonnée à l'avance avec les organisateurs de l'événement. Tout se déroula sans accroc. La réaction à ma présence fut immédiate mais subtile. Les conversations s'interrompirent quand j'entrai. Les regards suivirent mes déplacements à travers la pièce. Des gens qui m'avaient ignoré pendant des décennies trouvèrent soudain des raisons de se placer sur mon chemin, offrant des salutations et des félicitations qui portaient la chaleur prudente de ceux qui voulaient être rappelés favorablement. Je ne cherchais pas l'attention. Je me déplaçais simplement dans l'espace, acceptant les poignées de main et les sourires avec une grâce neutre. Je vis ma famille une fois pendant la soirée. Ils étaient arrivés sur les lieux malgré le remboursement de leurs billets, espérant apparemment négocier leur entrée grâce à leurs relations personnelles. Je les repérai près de l'entrée, engagés dans une conversation tendue avec l'un des coordinateurs de l'événement. Mon père parlait avec la frustration contenue de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Ma mère se tenait à ses côtés, son expression figée dans une performance sociale. Étienne restait en retrait, clairement mal à l'aise avec la situation. Cécile avait apparemment refusé de venir. Je n'eus pas besoin de dire un mot à la sécurité. Dans notre monde, le pouvoir a sa propre gravité. Au moment où mon nom fut imprimé, le statut de mon père s'évapora. La coordinatrice ne les refusa pas parce que je le lui avais dit. Elle les refusa parce qu'aux yeux de l'élite, un homme qui ne pouvait même pas reconnaître un titan sous son propre toit était un passif social. S'associer à lui, c'était admettre qu'on était aussi aveugle que lui.
Nos regards se croisèrent à distance. Mon père, ma mère, mon frère, tous les trois me regardèrent avec des expressions de reconnaissance qui arrivaient 20 ans trop tard. Je ne m'approchai pas d'eux. Je ne fis aucun signe de la main, ni de la tête, ni aucun geste de reconnaissance. Je me détournai simplement et continuai vers la salle de bal principale, où le programme de la soirée était sur le point de commencer. Le discours que je fis fut bref. Je parlais de logements abordables, de l'importance de soutenir les familles qui travaillent pour construire de meilleures vies, et des valeurs qui avaient guidé mes investissements au fil des ans. Je ne mentionnai pas ma famille. Je ne fis aucune référence à l'article de Challenge, à la fête d'anniversaire, ou à tout le drame qui m'avait amené à ce moment. Le public applaudit. Le directeur de l'organisation à but non lucratif me remercia pour des années de soutien anonyme. Des photos furent prises, des interviews furent refusées. Quand le programme officiel se termina, je m'éclipsai par une sortie latérale, évitant les foules qui voulaient prolonger les conversations, proposer des partenariats ou simplement se prélasser à proximité de quelqu'un que le monde avait soudainement décidé d'être important. Mon chauffeur attendait dans la zone désignée. Je montai à l'arrière et laissai le silence du véhicule m'entourer. Elle ne leur avait rien pris. Elle avait simplement cessé d'être disponible. Le lendemain du gala fut calme. Je me réveillai dans ma véritable résidence et regardai le soleil se lever sur une ville qui connaissait maintenant mon nom. La couverture de l'événement de la veille circulait déjà en ligne, ma photo accompagnant des articles sur la philanthropie anonyme et la mystérieuse milliardaire qui s'était cachée aux yeux de tous. Je fis du café dans la cuisine qui donnait sur la ville, la même ligne d'horizon que j'avais regardée depuis la fenêtre de mon premier duplex, calculant combien de propriétés je devrais acquérir avant de pouvoir m'offrir une vue comme celle-ci. Le voyage d'ici à là avait pris 20 ans, et maintenant il était complet, d'une manière que je commençais à peine à comprendre. Mon téléphone restait éteint. Il était éteint depuis l'article de Challenge, à l'exception de brèves périodes où je me coordonnais avec mon personnel sur des questions professionnelles nécessaires. Les messages de ma famille s'étaient accumulés sur ma messagerie vocale, devenant de plus en plus désespérés à mesure que les jours passaient. Je n'avais pas écouté la plupart d'entre eux. Je n'avais pas besoin de savoir ce qu'ils disaient. La conversation que j'avais évitée pendant des décennies n'allait pas avoir lieu selon leurs termes. La matinée s'étira en après-midi. Je lus, répondis à des emails et examinai les rapports trimestriels que mon directeur financier avait préparés. L'entreprise continuait de fonctionner, indépendamment de la publicité, les propriétés générant des revenus, les investissements s'appréciant, l'empire que j'avais bâti fonctionnant exactement comme il avait été conçu. Rien dans ma vie réelle n'avait changé à cause de l'article de Challenge. Seule la perception du monde de cette vie avait changé. Vers 15 heures, je reçus un message par les canaux officiels. Mon assistante me le transmit sans commentaire. Une lettre formelle de mon père, imprimée sur le papier à en-tête de son entreprise, demandant une réunion pour discuter de questions familiales d'importance mutuelle. Je considérai la lettre pendant un long moment. Le langage était prudent, dépouillé de l'autorité et de la condescendance qui avait caractérisé la communication de mon père depuis aussi longtemps que je me souvienne. Il demandait plutôt qu'il n'ordonnait, sollicitait plutôt qu'il n'exigeait. Le changement de ton reconnaissait quelque chose qu'il n'avait jamais reconnu auparavant, que j'avais le pouvoir de lui refuser. Je considérai la lettre, puis pensai à l'allocation mensuelle qu'Étienne m'avait autrefois offerte. Je pensai au bureau administratif qu'ils avaient prévu pour leur déception de fille. Je n'en voyais pas de réponse. Je ne fis pas appeler mes avocats. Je laissai simplement tomber la lettre dans la déchiqueteuse. Non pas comme un acte de vengeance, mais comme un acte de rangement. Ils avaient passé 30 ans à faire de moi un rien, et je leur donnais enfin exactement ce qu'ils voulaient, le néant. Mon silence n'était pas une arme. C'était une frontière qu'ils ne franchiraient plus jamais. Les semaines qui suivirent furent d'une étrange tranquillité. L'attention médiatique s'estompa à mesure que de nouvelles histoires captivaient l'intérêt du public. Ma famille se retira de la vie publique, gérant leur embarras avec les ressources privées qu'ils pouvaient mobiliser. Les cercles sociaux qui les avaient autrefois accueillis se refermèrent lentement, non pas avec des exclusions spectaculaires, mais avec le refroidissement progressif des invitations et des opportunités. J'appris par des intermédiaires que mon père avait réduit son implication dans l'entreprise, invoquant des problèmes de santé que personne ne croyait vraiment. Étienne avait reçu plus de responsabilités, mais la transition était maladroite. L'autorité dont il héritait était assombrie par des questions sur le fait de savoir s'il la méritait.
Ma mère s'était retirée de la plupart de ses activités sociales. Elle passait plus de temps à la maison maintenant, plus de temps seule. Ma famille m'avait traité de rien pendant 30 ans. Ils m'avaient défini par mes insuffisances, mesurées selon leurs propres normes, et m'avaient trouvé constamment décevante. Et maintenant, le monde savait la vérité. Non pas parce que je leur avais prouvé qu'ils avaient tort, mais parce que la vérité était finalement devenue impossible à ignorer. Je n'avais pas besoin qu'ils s'excusent. Je n'avais pas besoin qu'ils reconnaissent leurs erreurs. Je n'avais besoin de rien d'eux du tout. La richesse que j'avais bâtie était la mienne, accumulée grâce à mes propres choix et efforts. La vie que j'avais construite existait indépendamment de leurs opinions. Ils m'avaient appelé rien, et je comprenais enfin. Le rien était quelque chose qu'ils ne contrôlaient plus.